Je n'ai jamais été une personne paranoïaque. J'ai toujours trouvé exagéré quand quelqu'un parlait d'arnaque et de faux profils sur Internet. Après tout, qui perdrait son temps à créer des comptes juste pour effrayer des inconnus? Mais j'ai appris de la manière la plus terrifiante qui soit qu'il y a des choses sur Internet bien plus dangereuses qu'elles n'y paraissent. Tout a commencé par une simple demande d'amis sur Facebook. C'était un mardi ordinaire. J'étais au travail à Cancun, en train de traîner un peu avant de retourner à mon bureau, quand j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Juan Carlos vous a envoyé une demande d'amis. Qui est ce type? Ce nom, ce n'est pas français. Il doit être brésilien ou portugais. Le nom ne me disait rien. La photo de profil montrait un visage générique. Un homme portant des lunettes de soleil et une barbe. Quelque chose de trop neutre. Par curiosité, j'ai cliqué sur le profil. Aucune publication. Aucun ami en commun. Compte créé récemment. Ma première réaction a été d'ignorer. Les faux profils apparaissent tout le temps. Mais ensuite, le premier message est arrivé. « Alors Gabriel, ça fait longtemps, hein? Tu peux encore courir malgré ta blessure à la jambe. » Je me suis figé. Comment savait-il ça? Peu de gens étaient au courant. J'ai regardé de plus près. Le nom Juan Carlos ne me disait rien, mais la façon dont il avait écrit me fit hésiter. « On se connaît ?» ai-je répondu. La réponse est arrivée trop vite. « Bien sûr, on a étudié ensemble. Tu ne te souviens pas ?» J'ai fouillé dans ma mémoire. J'ai étudié dans plusieurs endroits et mon lycée avait plus de 200 élèves par classe. Mais quelque chose clochait. Il n'y avait aucune information sur son profil. Si c'était vraiment un ancien camarade, pourquoi n'avait-il ni amis, ni photos, ni publications anciennes? Malgré tout, j'ai continué la conversation. On s'est connus où déjà? La réponse est venue immédiatement. Tu as oublié? Ça me fait mal, Gabriel. Un frisson étrange m'a parcouru. Le ton était trop personnel. J'ai bloqué. Et je n'y ai plus pensé. Le début de la peur. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pris mon téléphone pour vérifier mes notifications avant de dormir. Il y avait une nouvelle demande d'amis. Juan Carlos vous a envoyé une demande d'amis. J'ai écarquillé les yeux. C'était le même nom, la même photo, mais le profil était neuf. L'ancien n'existait plus. Un profond malaise s'est installé en moi. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Je suis allé sur Facebook et j'ai cliqué sur la demande. Cette fois, avant même que je puisse l'ignorer, un message est arrivé. Pourquoi m'as-tu bloqué? J'ai serré les dents. Quelque chose n'allait définitivement pas. Sans répondre, j'ai bloqué à nouveau. Et encore une fois, j'ai cru que c'était fini. Mais c'est là que tout a empiré. La peur devient de l'horreur. Le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone et ouvert Facebook machinalement. Encore une fois, une nouvelle demande. Juan. Carlos vous a envoyé une demande d'amis. Cette fois, la photo était différente. Il portait une casquette noire. Le nom était toujours Juan Carlos. Mais le plus effrayant, il avait déjà 3 amis en commun avec moi. J'ai cliqué pour voir qui c'était. Des gens que je connaissais, des personnes réelles, des gens qui n'accepteraient jamais un profil vide et suspect. Un frisson glacial m'a parcouru. Quelqu'un jouait avec moi. J'ai encore bloqué. Mais pour la première fois, j'ai eu la sensation que ça ne servirait à rien. L'après-midi, au travail, j'ai reçu un message sur WhatsApp, numéro inconnu. Te bloquer sur Facebook ne t'aidera pas, Gabriel. Mon sang s'est glacé. Qui était cette personne? Comment avait-elle eu mon WhatsApp? Et pourquoi me poursuivait-elle? J'ai ignoré le message. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une blague stupide. Mais au fond de moi, je savais que non. Cette nuit-là, je me suis couché avec un poids étouffant sur la poitrine. Mais le pire est arrivé le lendemain matin. Quand j'ai ouvert Facebook, une notification étrange est apparue. Juan Carlos vous a identifié dans une publication. Mon cœur a raté un battement. Il avait réussi à m'ajouter. J'ai ouvert la notification. Le post contenait une seule photo, ma maison. La photo avait été prise depuis la rue, devant chez moi. Un froid insupportable a parcouru mon échine. Il savait où j'habitais. Mes doigts tremblaient alors que j'essayais d'assimiler ce que je voyais. Mon profil était privé. Mon adresse n'était mentionnée nulle part. Comment ce malade m'avait-il trouvé? Sans réfléchir, j'ai appelé la police. J'ai tout expliqué. Le harceleur, les faux comptes, les messages, la photo de ma maison. Le policier a écouté avec un ennui palpable dans la voix. « Vous avez un nom complet? Une adresse?
Une preuve qu'il a fait quelque chose d'illégal? J'ai avalé ma salive. Il me menace. Il a pris une photo de vous? Essayez d'entrer chez vous? Pas encore. Mais alors, monsieur, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Faites un signalement si quelque chose de concret arrive. Quelque chose de concret, je devais attendre qu'il force ma porte. Qu'il fasse pire, j'ai raccroché, les mains moites. Mon téléphone a vibré à nouveau. Inutile de fuir. Un message inconnu, accompagné d'une vidéo. Mes mains tremblaient alors que je cliquais sur Play. L'écran était sombre, le son de pas sur des feuilles mortes. Puis, l'image s'est focalisée sur un portail, mon portail. La vidéo avait été filmée devant chez moi. Cette personne était là la nuit dernière. Peut-être pendant que je dormais. L'air me manquait. Ce n'était plus juste du harcèlement en ligne, c'était réel. J'ai pris mes affaires et suis parti chez mon frère, à Contagem. Mais il m'a suivi. Cette nuit-là, mon frère est venu me voir. Mec, c'est quoi ce bordel? Il tenait son téléphone. Juan Carlos vous a identifié dans une publication. J'ai ouvert Facebook, le cœur au bord des lèvres. Une nouvelle photo. Cette fois, c'était la maison de mon frère. Il nous observait, nous avons tout éteint et appelé la police. Ils sont venus, mais il n'y avait aucune trace. Rien. Le lendemain matin, un dernier poste, une photo. Moi, en train de dormir. La photo avait été prise de l'intérieur de la maison. Un dernier changement de nom. Juan Carlos a changé son nom en Gabriel Souza. Et c'est là que j'ai compris, je n'existais plus. Tout a commencé par un post sur Facebook. C'était une nuit pluvieuse à Guadalajara, et je parcourais distraitement mon fil d'actualité, comme d'habitude. Jusqu'à ce que je tombe sur une publication qui m'a fait m'arrêter net. C'était une courte vidéo, enregistrée avec un téléphone portable, montrant une voiture perdant le contrôle et percutant violemment un poteau sur l'Avenida Chapultepec. L'impact avait été si brutal que le véhicule s'était transformé en un enchevêtrement de ferrailles tordues. Le conducteur, un jeune homme, était mort sur le coup. Ce qui m'a le plus intrigué, c'était le commentaire qui accompagnait la vidéo. Ce n'était pas un accident. La publication avait été faite par un profil que je n'avais jamais vu auparavant. Le nom était simplement Emilio Rochas, le même que celui du conducteur décédé. Le profil n'avait pas de photo, pas d'amis, ni aucune autre information, juste cette vidéo et ce commentaire. Bientôt, les nouvelles de l'accident se répandirent, mais l'affaire fut rapidement oubliée. Pour la plupart des gens, c'était juste une tragédie de plus dans une grande ville. Mais pour moi, cela ne sortait plus de mon esprit. Surtout parce que, sans le savoir, mes amis et moi étions sur le point de nous impliquer dans quelque chose de bien plus sombre. Nous étions 4, Marco, Mariana, Hugo et moi. Nous nous connaissions depuis l'enfance, et bien que la vie nous a éloignés physiquement, nous gardions le contact grâce à un groupe sur Facebook. Rien de plus que des blagues, des mèmes et des souvenirs du passé. Du moins, jusqu'à cette nuit-là. Le premier avertissement vint de Hugo. Il était environ minuit quand mon téléphone vibra. Une notification de Facebook Messenger. C'était Hugo. Il avait envoyé un message vocal. Cela m'a paru étrange, car Hugo n'envoyait jamais de message aussi tard. Quand j'ai appuyé sur Play, un frisson m'a parcouru l'échine. La voix, ce n'était pas seulement la sienne. Il y avait autre chose dans l'audio. Un son distordu, un écho étrange, comme si deux voix parlaient en même temps. Les mots étaient débrouillés, mais j'ai pu comprendre clairement. Ce n'était pas un accident. Mon estomac s'est retourné. J'ai répondu immédiatement. « C'est quoi ce bordel, Hugo? Tout va bien ?» Pas de réponse. J'ai pensé que c'était une blague et je suis allé me coucher. Mais le lendemain matin, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Mariana avait également reçu un audio similaire. Marco a confirmé. Hugo, cependant, a juré qu'il n'avait rien envoyé. « Mon téléphone bug », a-t-il dit sans y accorder trop d'importance. C'est alors que Mariana a envoyé l'audio le plus effrayant de tous. Elle était essoufflée, sa voix tremblante. « Écoutez, c'est moi qui parle, mais je ne me souviens pas avoir dit ça. » J'ai appuyé sur Play. C'était clairement sa voix, mais les mots étaient décousus, comme si elle lisait des phrases sans aucun sens. Jusqu'à ce qu'à la fin de l'enregistrement, la même phrase surgisse claire, ce n'était pas un accident. Mais il y avait quelque chose de plus. Un ton faux contre nature. Marco a essayé de rationaliser une interférence. Peut-être que vous avez enregistré ça en dormant. J'étais réveillé, Marco.
Je me suis enregistré consciemment. C'est alors que Hugo a envoyé le dernier message de la journée. « Je vais sur les lieux de l'accident. J'ai besoin de voir quelque chose. » Il n'a plus jamais répondu. Le lendemain, il avait disparu. Ses parents avaient déjà appelé tous ses proches, mais personne ne savait où il était. Son téléphone était éteint. Hugo ne disparaissait jamais comme ça. Alors, nous trois, moi, Mariana et Marco, avons décidé de nous retrouver pour comprendre ce qui se passait. Nous nous sommes réunis dans un café à Zapopan et avons réécouté les audios à plusieurs reprises, cherchant un indice. C'est Mariana qui a trouvé quelque chose. Elle a déniché un article sur l'accident. Le conducteur mort s'appelait Emilio Rojas, un homme d'affaires local qui, selon les rumeurs, était impliqué dans des affaires de corruption. Certaines théories prétendaient qu'il avait été assassiné, mais rien n'avait été prouvé. C'est alors que Marco est devenu pâle. Mon Dieu, regardez ça. Il a mis un nouvel audio dans le groupe. C'était ma voix. Mais je n'avais jamais enregistré cet audio. Je vais mourir cette nuit. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas envoyé ça. Marco a montré l'écran. L'audio avait été envoyé depuis mon propre profil. C'était ma voix. Mais il y avait un ton faux. Un écho. Comme si quelqu'un répétait mes mots depuis un endroit très lointain. Cela ne pouvait pas être une erreur technique. Nous nous sommes regardés, ne sachant quoi faire. Jusqu'à ce que Mariana, les mains tremblantes, suggère « Allons sur les lieux de l'accident ». Nous ignorions que c'était la pire décision possible. Nous sommes allés jusqu'au croisement, où la voiture avait percuté le poteau. L'asphalte portait encore les marques de l'impact. Le poteau, cabossé, avait une bande noire attachée en signe de deuil. Mais quelque chose n'allait pas. Les marques au sol n'étaient plus les mêmes. Comme si un nouvel accident s'était produit là, mais il n'y avait aucune nouvelle à ce sujet. Le poteau semblait plus endommagé que sur les photos que nous avions vues en ligne, et l'air autour était lourd, comme si l'endroit lui-même nous observait. Mariana fut la première à remarquer. Elle a pointé du doigt le sol, où une tache sombre s'étendait du poteau jusqu'au milieu de la rue. Ce n'était pas de l'huile, c'était quelque chose de plus épais, de plus sinistre. Marco s'est baissé pour toucher, mais je l'ai retenu par le bras. « Ne fais pas ça !» ai-je dit, ma voix tremblante. « Quelque chose ne va pas ici. » C'est alors que nous avons entendu un son faible, presque imperceptible, venant de l'intérieur du poteau. C'était comme un murmure, mais nous ne pouvions pas distinguer les mots. Marco, toujours le plus courageux, s'est approché et a collé son oreille contre le métal. « On dirait une voix », a-t-il murmuré, ses yeux s'écarquillant soudainement. Elle dit « Ce n'était pas un accident ». À ce moment, une vague de panique nous a submergés. Mariana s'est mise à pleurer et j'ai senti mes jambes trembler. Nous avons décidé de partir, mais en nous retournant, nous avons vu une silhouette de l'autre côté de la rue. C'était Hugo. Il était immobile, nous regardant avec une expression vide. Son visage était pâle, presque cadavérique, et ses yeux semblaient sans vie. Nous avons essayé de l'appeler, mais il n'a pas réagi. Au lieu de cela, il a simplement pointé le poteau du doigt et a disparu dans l'obscurité. Nous avons couru jusqu'à la voiture, mais le moteur ne démarrait pas. La radio, cependant, s'est allumée toute seule, et une voix déformée a résonné dans les haut-parleurs. « Vous n'auriez pas dû venir. » Mariana a crié, et j'ai failli perdre le contrôle du volant en essayant désespérément de démarrer la voiture. Finalement, le moteur a pris, et nous sommes partis aussi vite que possible. Les jours suivants, nous avons essayé de nous convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence, ou une sorte de farce macabre. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Marco a commencé à recevoir des appels d'un numéro inconnu. Quand il répondait, il n'entendait que la même phrase. Ce n'était pas un accident. Il a changé de numéro, mais les appels ont continué. Mariana a commencé à voir Hugo partout. Il apparaissait dans ses rêves, dans les reflets des vitrines, et même sur les photos qu'elle prenait. Elle devenait folle, et je ne savais pas comment l'aider. Moi, de mon côté, j'ai commencé à recevoir des messages sur mon profil Facebook. C'étaient des audios de ma propre voix, disant des choses que je n'avais jamais dites. « Tu vas mourir cette nuit. Ils savent ce que tu as fait. Ce n'était pas un accident. » C'est alors que nous avons découvert la vérité. Marco, dans un moment de lucidité, a décidé d'enquêter plus en profondeur sur l'affaire d'Emilio Rojas. Il a découvert que l'homme d'affaires n'était pas seulement corrompu, il était impliqué dans un trafic d'influence qui incluait des politiciens puissants et même
des policiers. L'accident avait été orchestré pour le faire taire. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec nous? C'est alors que Marco a trouvé une vieille photo, prise lors d'une fête des années auparavant. Sur la photo, nous étions tous là. Moi, Mariana, Marco et Hugo. Et, à l'arrière-plan, il y avait Emilio Rojas. Il nous observait avec un sourire qui, maintenant, semblait menaçant. « Nous étions là », a dit Marco, sa voix tremblante, « à cette fête. Vous vous souvenez ?» Hugo lui parlait. Il nous avait dit qu'il avait une affaire pour nous. Je me suis souvenu. Hugo nous avait parlé d'une opportunité d'investissement, mais nous n'avions jamais approfondi. Maintenant, tout prenait sens. Hugo s'était impliqué avec Emilio, et nous, sans le savoir, étions au milieu de tout ça. Une semaine plus tard, Marco a été retrouvé mort dans son appartement. La police a dit que c'était un suicide, mais je savais que ce n'était pas vrai. Il avait laissé une note, ils savent. Ce n'était pas un accident. Mariana a disparu 2 jours plus tard. Sa voiture a été retrouvée abandonnée près des lieux de l'accident. À l'intérieur, il y avait un audio enregistré sur son téléphone. C'était sa voix, répétant la même phrase. Ce n'était pas un accident. J'étais la dernière. J'ai essayé de fuir, j'ai changé de ville, j'ai changé de nom. Mais ils m'ont trouvé. Ils me trouvent toujours. Maintenant, j'écris ceci comme un avertissement. Si vous trouvez une vidéo, un audio ou quoi que ce soit qui dise « ce n'était pas un accident », n'enquêtez pas. Ne posez pas de questions. Parce que la vérité est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Ils sont partout. Ils savent ce que vous avez fait. Et ils ne pardonnent pas. Tout a commencé par une simple demande d'amis sur Facebook. Comme n'importe qui de nos jours, je n'ai pas réfléchi à 2 fois avant d'accepter. Après tout, qui n'a jamais ajouté quelqu'un qui semblait avoir des amis communs ou des centres d'intérêt similaires? Elle s'appelait Paulina, et son profil était ordinaire. Des photos de voyage, des mèmes, quelques publications sur des livres et de la musique. Rien qui ne retienne l'attention ou qui suscite des soupçons. Elle était de Cancún, une ville que je connaissais bien, et cela m'a mis plus à l'aise pour accepter la demande. Les premiers jours, tout était normal. Paulina aimait mes photos, commentait certaines de mes publications avec des phrases génériques comme « c'est cool » ou « j'adore ça ». De mon côté, je répondais à ces interactions sans trop y penser. Jusqu'à ce qu'un soir, elle m'envoie un message direct. C'était une conversation banale, comme si nous nous connaissions depuis des années. Elle m'a posé des questions sur mon travail, mes goûts musicaux, et soudain, elle a lâché une phrase qui m'a mis mal à l'aise. « Tu as déjà réfléchi à la quantité de traces que nous laissons sur Internet ?» Parfois, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe à travers l'écran. J'ai ri essayant de dissimuler mon malaise. J'ai répondu quelque chose comme « Ouais, Internet peut être flippant, hein ?» Elle a acquiescé, mais ensuite, la conversation a pris une tournure étrange. Paulina a commencé à parler de son intérêt à étudier les gens, à comprendre leurs habitudes, leurs routines. Elle disait trouver fascinant à quel point on pouvait devenir prévisible rien qu'en observant ses réseaux sociaux. « Par exemple, toi », a-t-elle écrit, « tu postes des photos de ton café tous les matins, toujours au même endroit, à la boulangerie près de ton travail à Veracruz. C'est bien celle de la rue Augusta, non? J'adore ce quartier. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Comment savait-elle ça? Je n'avais jamais mentionné le nom de la boulangerie ou la rue où elle se trouvait. J'ai essayé de me convaincre que c'était une coïncidence, qu'elle avait peut-être reconnu l'endroit sur une ancienne photo, mais au fond de moi, quelque chose clochait. La sensation qu'elle m'observait, bien plus que je ne l'imaginais, a commencé à me ronger. Les jours suivants, Paulina a continué à interagir avec moi, mais ses messages prenaient désormais un ton plus personnel. Elle mentionnait des choses que je n'avais pas partagées publiquement, comme le fait que j'étais allé au cinéma cette semaine-là ou que j'avais acheté une nouvelle paire de baskets. Des détails que, théoriquement, seule une personne proche de moi pouvait connaître. Quand je lui ai demandé comment elle savait tout ça, elle a répondu avec un rire virtuel. « Ah, tu n'as pas idée à quel point c'est facile de découvrir des choses sur quelqu'un, hein? On laisse des indices partout. » C'est alors que j'ai décidé d'examiner son profil plus en détail. Ses photos étaient toutes récentes, sans aucune localisation précise. Nos amis communs étaient des gens que je connaissais à peine, et aucun d'eux ne semblait avoir un lien réel avec elle. J'ai commencé à sentir un frisson dans ma colonne vertébrale. Qui était Paulina, au juste? Et pourquoi semblait-elle en savoir autant sur moi?
La goutte d'eau est tombée par une nuit pluvieuse, quand j'ai reçu une notification de Facebook. C'était un message d'elle, mais cette fois, il y avait une photo jointe. Ma photo. J'étais assis sur mon balcon, de dos, regardant le ciel nuageux. La photo avait été prise ce jour même. Mon sang s'est glacé. Comment avait-elle obtenu cette photo? Je vivais seul dans un appartement au 10e étage. Personne n'aurait pu prendre cette photo sans être à l'intérieur, de l'immeuble ou de chez moi. Avant que je puisse réagir, un autre message est arrivé. Tu devrais mieux fermer tes fenêtres, tu sais? Parfois, le danger est plus proche qu'on ne le pense. Et puis, le profil de Paulina a disparu. Bloqué? Supprimé? Je ne sais pas. Tout ce qui restait, c'était la photo et une sensation de terreur que je ne parvenais pas à expliquer. Quelqu'un m'observait. Quelqu'un que je ne connaissais pas mais qui semblait me connaître intimement. Et le pire dans tout ça, je n'avais aucune idée de qui c'était, ni où elle se trouvait maintenant. Après la disparition du profil de Paulina, je suis resté paralysé. La photo qu'elle avait envoyée restait gravée dans mon esprit, comme une image brûlée, sur ma rétine. Je regardais les fenêtres de mon appartement à Veracruz, imaginant si quelqu'un était encore là, à l'extérieur, en train de m'observer. La pluie frappait violemment les vitres, et chaque goutte semblait résonner, comme un doigt pointé vers moi, me rappelant que je n'étais pas seul. J'ai décidé que je ne pouvais pas ignorer ça. C'était trop réel pour être une simple mauvaise blague. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police. J'ai expliqué la situation, mais j'ai senti que l'opérateur au bout du fil ne me prenait pas au sérieux. « Monsieur, avez-vous vérifié si ce n'était pas une connaissance qui essaie de vous faire peur ?» a-t-il demandé, avec un ton de dédain. J'ai insisté, demandé à déposer une plainte, et il a finalement accepté d'envoyer une patrouille. En attendant, j'ai fouillé mon appartement de fond en comble. J'ai vérifié toutes les portes et fenêtres, mais tout était verrouillé. Rien ne semblait déplacé. Pourtant, la sensation d'intrusion était palpable, comme si l'air était chargé d'une présence invisible. Je me sentais fou, mais je savais que je n'inventais rien. Paulina ou qui que ce soit avait été proche de moi. Très proche. La police est arrivée environ 1 heure plus tard. 2 agents, un plus âgé et un plus jeune, ont écouté mon histoire avec attention. Mais leur visage ne cachait pas leur scepticisme. Je leur ai montré la photo que Paulina avait envoyée, mais, comme je m'y attendais, ils ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Dans un profil actif, c'est difficile à tracer, a expliqué l'agent plus âgé. Et même si on la trouvait sans preuve concrète de menace, on ne peut pas arrêter quelqu'un. Ils ont fait une ronde dans l'immeuble, ont parlé au concierge, mais n'ont rien trouvé de suspect. Avant de partir, le plus jeune m'a donné un conseil. Désactivez vos réseaux sociaux pendant un moment. Et si vous remarquez quelque chose d'anormal, appelez-nous immédiatement. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. Je n'ai pas pu dormir. Je ne cessais d'imaginer qui pouvait être derrière tout ça. Un ancien collègue, un voisin, quelqu'un que j'avais croisé dans la rue sans même m'en rendre compte. L'esprit humain est capable de créer les pires scénarios quand il a peur, et le mien ne cessait de me torturer avec des possibilités horribles. Le lendemain, j'ai décidé de suivre le conseil de la police. J'ai désactivé mon Facebook et tous mes autres réseaux sociaux. C'était étrange, comme si j'avais coupé une partie de moi-même, mais la sensation de soulagement a été immédiate. Au moins, maintenant, personne ne pouvait m'observer. De cette manière, ou c'est ce que je croyais. 2 semaines ont passé et rien d'anormal ne s'est produit. J'ai commencé à penser que tout cela n'était qu'un cauchemar, une expérience bizarre qui resterait dans le passé. Jusqu'à ce qu'un après-midi, en rentrant chez moi, je trouve une enveloppe sous ma porte. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste mon nom écrit à la main. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une photo. Cette fois, c'était moi entrant dans le bâtiment de mon entreprise, dans le centre de Veracruz. La photo avait été prise ce jour même, et avec la photo, un court message écrit en lettres maladroites. « Tu pensais que je t'avais oublié ?» J'ai de nouveau appelé la police, mais cette fois, je me suis rendu au commissariat en personne. J'ai montré l'enveloppe, la photo, et j'ai tout raconté depuis le début. Cette fois, ils semblaient prendre les choses plus au sérieux. Ils ont ouvert une enquête et ont commencé à investiguer. Ils ont vérifié les caméras de sécurité de mon immeuble et de mon travail, mais n'ont rien trouvé de suspect. Paulina, ou qui que ce soit, semblait être une ombre invisible et omniprésente. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois.
La police n'a trouvé aucun suspect, et j'ai commencé à m'habituer à l'idée que je ne découvrirais peut-être jamais qui était derrière tout ça. Mais la peur n'a jamais complètement disparu. Elle restait là, latente, comme une blessure qui ne guérit jamais, jusqu'à ce qu'un jour ordinaire, je reçoive un appel de la police. Ils avaient une piste. Un homme avait été arrêté à Cancun pour avoir harcelé et traqué plusieurs femmes en ligne. Sur son téléphone, ils avaient trouvé des photos, des messages et des faux profils. Parmi eux, le profil de Paulina. Je suis allé à Cancun pour l'identifier. Quand je l'ai vu pour la première fois, je n'arrivais pas à y croire. C'était un homme ordinaire, d'apparence inoffensive, qui pourrait passer inaperçu n'importe où. Il ne me connaissait pas, et moi non plus. Mais d'une manière ou d'une autre, il m'avait choisi. Choisi pour m'observer, pour me hanter, pour me rappeler qu'à l'ère numérique, nous sommes tous vulnérables. Il a été condamné, mais la sensation de sécurité n'est jamais revenue. Aujourd'hui encore, je regarde les fenêtres de mon appartement et je me demande si quelqu'un est là dehors, en train de m'observer. Et parfois, quand je reçois une demande d'amis sur Facebook, je la supprime simplement, parce qu'on ne sait jamais qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Mon nom est Alejandro et jusqu'à il y a peu, je n'étais qu'un homme ordinaire essayant de survivre dans la jungle de béton qu'est Buenos Aires. Je travaillais comme technicien en informatique. J'avais une routine ennuyeuse et, comme beaucoup de gars de mon âge, je passais des heures sur Facebook, à scroller mon fil d'actualité, à regarder des vidéos inutiles et à espionner des profils attirants. C'est comme ça que j'ai rencontré Camila Alvarez. Le premier contact fut inattendu. Elle a réagi à une vieille photo de moi avec un cœur. Ensuite est venu le message. « Hola, hermoso, te conozco de algún lado ?» C'était une femme impressionnante. Brune, silhouette sculpturale, sourire séduisant. Chacune de ces photos semblait tout droit sortie d'un magazine. Nous avons échangé des messages pendant des semaines. Elle me faisait me sentir spécial, désiré. Elle me parlait comme si elle était vraiment intéressée, comme si elle me connaissait depuis des années. Une nuit, Camila a suggéré qu'on se rencontre. Elle m'a dit qu'elle habitait à La Plata, mais qu'elle adorerait venir à Buenos Aires pour me voir. Je n'en croyais pas ma chance. On peut se retrouver dans un hôtel? Quelque chose de discret. Je me sens plus à l'aise comme ça? À ce stade, j'étais déjà tellement sous le charme que j'ai accepté sans hésiter. J'ai réservé une chambre dans un hôtel pas cher à San Telmo et j'ai attendu. Quand la nuit est tombée, elle m'a envoyé un message disant qu'elle était à la réception, mais qu'il y avait un problème. Nomme de j'en subir. Il faut payer la chambre avant. Tu peux me faire un virement. J'aurais dû me méfier, mais j'étais aveuglé par le désir. J'ai fait le virement via Mercado Pago et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, Camila a disparu. Profil désactivé, message non livré. J'avais été arnaqué, mais ce n'était que le début. 2 jours plus tard, un ami à moi, Sébastien, a partagé une publication étrange. Quelqu'un d'autre a-t-il été arnaqué par Camila Alvarez? J'ai besoin de vous parler. Mon cœur s'est glacé. Quand je l'ai contacté, Sébastien m'a raconté quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Lui aussi avait rencontré Camila sur Facebook. Lui aussi avait reçu des messages séduisants. Lui aussi avait envoyé de l'argent. Mais contrairement à moi, il avait insisté pour la rencontrer en personne. Et maintenant, il avait disparu. Sa dernière trace était un check-in dans un bar à Rosario. Après ça, plus personne ne l'a revu. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Pourquoi tu poses des questions sur moi ?» C'était une photo de moi, prise ce même jour, au coin de ma rue. Ma gorge s'est asséchée. Mes doigts se sont glacés sur mon téléphone. Cette photo, c'était bien moi. Prise cet après-midi, alors que je sortais du travail. Quelqu'un m'avait suivi. « Qui es-tu » ai-je tapé avec des mains tremblantes. Les 3 points, indiquant que la personne était en train de taper, sont apparus à l'écran. Mais après quelques secondes, ils ont disparu. Aucune réponse. Cette nuit-là, j'ai dormi avec les lumières allumées. Chaque bruit dans le couloir de mon immeuble me faisait sursauter. Le lendemain matin, j'ai décidé d'aller à Rosario. Je devais découvrir ce qui était arrivé à Sébastien. J'ai parlé à sa mère, qui avait déjà déposé une plainte. Mais la police ne semblait pas prendre l'affaire au sérieux. Les adultes disparaissent à tout le temps, ont-ils dit. Comme s'il avait simplement décidé de disparaître. Mais je savais qu'il y avait quelque chose de louche,
J'ai utilisé l'historique des conversations de Sébastien et j'ai trouvé le bar où il avait rendez-vous avec Camilla. Je suis arrivé en début de soirée. L'endroit était petit, mal éclairé, avec une forte odeur de bière rance et de friture. J'ai montré sa photo au barman. J'ai déjà vu cette femme, elle vient ici de temps en temps, toujours avec des gars différents, et apparemment elle est recherchée, tu devrais aller à la police. Mon estomac s'est retourné. Et l'un d'eux a disparu. Le barman a froncé les sourcils, mal à l'aise. Je ne sais pas. Mais l'un d'eux est parti d'ici avec elle, et le lendemain, la police posait des questions sur lui. Il n'est jamais revenu. Je suis sorti du bar en sentant le poids de la réalité m'écraser. Camilla n'était pas qu'une arnaqueuse. Il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière tout ça. C'est alors que je l'ai remarqué. Une voiture noire garée de l'autre côté de la rue, les vitres teintées m'empêchèrent de voir qui était à l'intérieur, mais je pouvais le sentir. Quelqu'un me surveillait. Mon téléphone a vibré. Un message anonyme. « Pars, Alejandro. Ça ne te regarde pas. » Tout mon corps s'est hérissé. J'ai couru vers un taxi et je suis retourné à l'hôtel. Mais au milieu de la nuit, un bruit m'a réveillé. Des pas dans le couloir. Quelqu'un s'est arrêté devant ma porte. Mon téléphone a vibré à nouveau. Tu n'aurais pas dû venir, je suis resté paralysé. Puis la poignée de porte a tourné. Mon cœur battait si fort que j'entendais l'écho dans la chambre. Je me suis éloigné de la porte, la respiration courte, chaque muscle de mon corps figé par la peur. Le silence a duré une éternité. Puis, les pas se sont éloignés. Le lendemain matin, j'ai fui Rosario. J'ai bloqué tous mes réseaux sociaux. J'ai changé de numéro. Je n'ai plus jamais utilisé Facebook. Sébastien n'a jamais été retrouvé. Mais de temps en temps, un nouveau profil apparaît avec un visage familier, une femme brune. Silhouette sculpturale, sourire, séduisant. Je suis sûr que vous êtes déjà tombé là-dessus. Faites attention. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de similaire. Peut-être que vous avez ressenti cette sensation qu'on vous suit. Si vous êtes déjà passé par là, partagez-le dans les commentaires. Et si ce n'est jamais arrivé, j'espère juste que ça reste ainsi. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche. À la prochaine.